Le sang de la lynx rousse enceinte goutte sur le porche de Marie alors que ses yeux dorés implorent un secours impossible. Mais à l'intérieur, Félix, son chat domestique, brise toutes les lois de la nature en accueillant cette intruse sauvage comme une sœur. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous nous regardez. C'est parti. Le crépitement de la pluie contre les vitres accompagnait le silence de cette soirée d'automne dans les montagnes. Marie Laurent, 52 ans, biologiste reconvertie en écrivaine, observait les gouttes s'écraser contre la fenêtre de son chalet isolé. Elle avait choisi cet endroit précisément pour cette solitude, cette communion avec une nature sauvage que la plupart des gens ne voyaient qu'à travers des écrans. Mais ce soir-là, quelque chose troublait la quiétude habituelle des lieux. Une présence. Un mouvement furtif sur la véranda captura son attention. Marie plissa les yeux, scrutant l'obscurité à travers le rideau de pluie. Là, recroquevillé contre la porte, une forme tressaillait. Son cœur s'accéléra. Ce n'était pas un simple raton laveur ou un renard en quête d'abri. La silhouette était plus imposante, plus féline, un lynx roux. En 20 ans de vie dans ces montagnes, jamais un prédateur sauvage n'avait osé s'approcher si près de son habitation. « Impossible », murmura-t-elle, la main tremblante alors qu'elle attrapait sa lampe torche. Le faisceau lumineux confirma sa suspicion. Le pelage tacheté caractéristique, les oreilles pointues, ornées de touffes noires, aucun doute possible. Mais ce qui glaça son sang fut la large tache sombre qui s'étendait sur le flanc de l'animal. Du sang, beaucoup de sang. Félix, son chat tigré de 8 ans, bondit soudainement sur le rebord de la fenêtre, le dos arqué, les poils hérissés. Un sifflement agressif s'échappa de sa gorge alors qu'il fixait l'intrus. « Chut, Félix !» chuchota Marie en l'écartant doucement. « Il ne représente aucun danger, pas dans cet état. » Les yeux dorés du lynx croisèrent les siens à travers la vitre. Marie y lut non pas la férocité d'un prédateur, mais une supplique silencieuse, un appel à l'aide qui transcendait les barrières entre espèces. Elle qui avait passé sa vie à étudier ces animaux reconnaissait cette lueur, la créature était désespérée. En s'approchant prudemment de la fenêtre, elle remarqua autre chose qui la fit halter. Le ventre de l'animal. Malgré sa maigreur évidente, une rondeur inhabituelle était visible sous la fourrure tachée de sang. Cette femelle était enceinte. Les pensées se bousculèrent dans l'esprit de Marie. Un lynx roux, espèce habituellement farouche et invisible, gravement blessé, portant des petits, se réfugiant sur sa véranda, c'était contre toute logique, contre tous ses instincts de survie. Quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Son téléphone vibra dans sa poche. Le nom de Thomas, garde forestier du parc national et vieil ami, s'affichait sur l'écran. « Marie, tu ne vas pas croire ce que je viens d'apprendre. Des braconniers ont été signalés dans ton secteur. Ils ont posé des pièges illégaux. Les équipes ont découvert 2 lynx abattus près de la crête est. » Marie sentit sa gorge se nouer. « Thomas, je crois que j'ai une survivante sur ma véranda. » Un silence stupéfait accueillit sa déclaration. « Je serai là dans 1 heure, » répondit-il finalement. « Ne t'approche pas d'elle. Même blessée, elle reste dangereuse. Elle est enceinte, Thomas, et elle perd beaucoup de sang. 1 heure, Marie. Je fais aussi vite que possible. » La communication s'interrompit, laissant Marie face à un dilemme moral qui la déchirait. 1 heure, 60 minutes qui pourraient coûter la vie non seulement à cette femelle, mais aussi à ses petits à naître. Les lynx roux étaient protégés, mais leur population déclinait dans la région, chaque individu comptait. La pluie redoubla d'intensité, martelant le toit du chalet. Le lynx frissonna, ses flancs se soulevant de façon irrégulière. Ses yeux se fermaient par intermittence, signe inquiétant de son affaiblissement. Marie avait travaillé 15 ans comme biologiste spécialisée en faune sauvage avant de se consacrer à l'écriture.
Elle connaissait les protocoles, les règles, ne jamais interférer avec la vie sauvage, ne jamais tenter d'aider un prédateur blessé sans équipement approprié, ne jamais. Mais les règles n'avaient pas prévu ce scénario. Ce n'était pas une rencontre fortuite en forêt, l'animal était venu à elle, avait choisi sa maison, son refuge. Comme si, d'une façon que la science ne pouvait expliquer, le lynx avait su qu'ici, peut-être, se trouvait une chance de survie. Félix, étrangement silencieux maintenant, regardait alternativement sa maîtresse et la créature blessée, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Sa queue fouettait l'air nerveusement, mais l'hostilité initiale semblait avoir laissé place à une curiosité prudente. « Qu'est-ce que je dois faire ?» murmura Marie, plus pour elle-même que pour son chat. « La laisser mourir sous mes yeux ?» La décision se cristallisa lorsqu'elle vit le lynx tenter de se relever, seulement pour s'effondrer à nouveau, laissant une trace sanglante sur le bois de la véranda. Marie se précipita vers le placard où elle gardait sa trousse vétérinaire, un vestige de ses années sur le terrain. Elle enfila des gants épais, saisit une couverture résistante et une muselière improvisée. « Je sais que c'est insensé, » dit-elle à Félix, qui l'observait avec intensité, « mais je ne peux pas rester sans rien faire. » Le cœur battant la chamade, Marie déverrouilla lentement la porte, priant pour que l'animal ne prenne pas peur et ne s'enfuit pas, aggravant ses blessures. Le lynx leva faiblement la tête à son approche, mais ne fit aucun mouvement pour s'échapper ou attaquer. Ses yeux d'un ambre profond reflétaient une résignation qui brisa le cœur de Marie. « Je vais t'aider », chuchota-t-elle en s'approchant millimètre par millimètre. « Ne bouge pas. » Avec des gestes d'une lenteur délibérée, elle parvint à glisser la couverture sous l'animal. La femelle lynx pesait étonnamment peu pour sa taille. La déshydratation et la perte de sang l'avaient considérablement affaiblie. Le sang qui maculait son flanc provenait d'une blessure profonde, probablement causée par un piège métallique dont elle avait réussi à s'extraire au prix d'une déchirure atroce. Marie sentit la colère monter en elle en imaginant la souffrance infligée à cette créature magnifique. Les braconniers. Toujours les braconniers. L'avidité humaine qui ne connaissait aucune limite. Avec une précaution infinie, elle souleva la couverture, formant un hamac improvisé pour transporter le lynx à l'intérieur. L'animal émit un faible grognement mais ne résista pas. Peut-être comprenait-il instinctivement que c'était sa seule chance. Ou peut-être était-il simplement trop faible pour lutter. « Tout va bien », murmurait Marie en franchissant le seuil de la porte. « Tout va bien. » Elle déposa doucement son précieux fardeau sur le tapis épais devant la cheminée où crépitait un feu réconfortant. La chaleur semblait apaiser l'animal, dont les tremblements diminuèrent légèrement. Marie s'agenouilla à ses côtés, examinant la blessure qui déchirait son flanc. « C'est mauvais », constata-t-elle, mais pas désespérée. Félix, perché sur le canapé, observait la scène avec une attention soutenue, sa queue s'agitant nerveusement. Marie s'attendait à ce qu'il se montre territorial, agressif envers cette intruse. Au lieu de cela, il descendit précautionneusement et s'approcha, reniflant l'air chargé d'odeurs inconnues. « Félix, non », avertit Marie, craignant une confrontation. Mais contre toute attente, le chat domestique s'assit à une distance respectueuse, comme montant la garde. Ses yeux verts ne quittaient pas la visiteuse sauvage, mais son attitude n'était pas menaçante, plutôt vigilante, attentive. Marie secoua la tête, émerveillée par ce comportement inattendu, avant de se concentrer sur sa tâche. Elle savait qu'elle jouait avec le feu. Un lynx blessé pouvait devenir imprévisible, dangereux. Mais quelque chose dans le comportement de celui-ci, non, de celle-ci, la rassurait. Cette femelle n'était pas venue par hasard. Elle avait choisi consciemment de chercher de l'aide auprès d'humains, défiant tous les instincts de son espèce. Avec des mouvements précis, Marie nettoya la plaie, appliquant délicatement un antiseptique avant de préparer de quoi suturer. Ses mains,
autrefois habitués à ces gestes sur le terrain, retrouvèrent leur assurance d'antan. Le lynx tressaillit lorsque l'aiguille pénétra sa chair, mais demeura remarquablement docile, comme s'il comprenait la nécessité de cette douleur. « C'est presque fini », murmura-t-elle, nouant le dernier point. Dehors, la tempête redoublait d'intensité. Le vent hurlait entre les arbres, faisant craquer les branches. Marie savait que Thomas ne pourrait probablement pas atteindre le chalet avant le lendemain matin. Elle était seule, avec un prédateur sauvage blessé dans son salon. Et pourtant, étrangement, elle n'avait pas peur. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait pleinement vivante, pleinement utile, comme si toutes ses connaissances, toute son expérience avaient conduit à ce moment précis. La femelle lynx l'observait, ses yeux dorés à demi fermés de fatigue. Marie lui présenta une coupelle d'eau qu'elle lapa faiblement. C'était un bon signe. L'animal luttait pour survivre. En examinant plus attentivement son ventre arrondi, Marie estima que la gestation était avancée. Peut-être quelques jours, ou plus quelques semaines avant la mise bas. Une vie précaire suspendue à un fil. Non, plusieurs vies. Le téléphone sonna à nouveau. Thomas, cette fois pour annoncer ce qu'elle soupçonnait déjà, les routes étaient impraticables. Il arriverait au lever du jour avec un vétérinaire spécialisé. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, la voix tendue d'inquiétude. « J'ai suturé sa blessure », répondit Marie, sachant que son amie n'approuverait pas cette prise de risque. « Elle est faible mais stable. » Un silence lourd suivit sa déclaration. « Tu l'as fait entrer, n'est-ce pas ?» La voix de Thomas n'était pas accusatrice, simplement résignée. Il la connaissait trop bien. « Je n'avais pas le choix, Thomas. Elle serait morte dehors. » « Tu te rends compte que c'est un animal sauvage, un prédateur ? Tu te rends compte que c'est une mère qui a traversé l'enfer pour sauver ses petits ? Elle est venue à moi, Thomas. Elle a choisi ma maison parmi toutes les autres. » Il soupira. « Juste, sois prudente. Ne te laisse pas mordre. Ne... » « Je sais ce que je fais, » le coupa-t-elle doucement. « À demain. » Après avoir raccroché, Marie s'installa dans le fauteuil près de la cheminée, déterminée à veiller sur sa patiente toute la nuit. Félix sauta sur ses genoux, ronronnant doucement, mais ses yeux restaient fixés sur la femelle lynx. Dehors, la tempête faisait rage, isolant le chalet du reste du monde. Mais à l'intérieur, dans la douce lumière du feu, une trêve fragile s'était établie entre trois espèces que tout aurait dû opposer. Ce que Marie ignorait encore, c'est que cette nuit marquerait le début d'une aventure extraordinaire qui bouleverserait à jamais sa vision du monde animal, et que Félix, son compagnon félin domestique, jouerait un rôle que personne n'aurait pu imaginer. Les heures s'écoulèrent lentement, rythmées par le crépitement du feu et le souffle irrégulier de la femelle lynx. Marie luttait contre le sommeil, son regard alternant entre l'animal blessé et son chat, dont le comportement continuait de la surprendre. Félix avait quitté ses genoux pour s'installer à mi-distance entre elle et l'intruse, comme s'il assurait une forme de médiation silencieuse entre les deux mondes. Vers 3 heures du matin, la lynx s'agita soudainement. Son corps se contracta, ses griffes raclant involontairement le tapis. Marie se redressa, alarmée. Ce n'était pas seulement la douleur de sa blessure qui tourmentait l'animal, c'était autre chose. « Oh non !» murmura-t-elle, réalisant ce qui se passait. « Pas maintenant, pas si tôt. » Le stress, le traumatisme, la blessure, tout avait précipité le processus. La femelle lynx entrait en travail. Marie avait assisté à des mises bas en captivité durant sa carrière, mais jamais dans de telles conditions, jamais avec un animal sauvage blessé dans son propre salon. L'appréhension lui noua l'estomac. Si les chatons naissaient maintenant, leurs chances de survie seraient minces. La mère était affaiblie, le stress à son comble, et Marie ne disposait pas de l'équipement nécessaire pour des nouveau-nés aussi fragiles.
Doucement, chuchota-t-elle en s'approchant de la lynx qui haletait. Doucement, ma belle. L'animal la fixa de ses yeux dorés, dilatés par la douleur. Marie y lisait une terreur primitive, celle de toute mère confrontée à l'inconnu de la naissance, amplifiée par sa condition de créature sauvage blessée, prisonnière d'un environnement étranger. Marie savait qu'elle devait agir, mais chaque option comportait des risques. Intervenir trop directement pourrait stresser davantage la mère, peut-être jusqu'à l'agression. Ne rien faire pourrait condamner les petits. Et Thomas n'arriverait pas avant plusieurs heures, avec ou sans vétérinaire. Alors qu'elle hésitait, un mouvement attira son attention. Félix s'était approché de la lynx, ignorant complètement les avertissements de prudence de sa maîtresse. Marie retint son souffle, prête à bondir pour protéger son chat d'une attaque qu'elle jugeait inévitable. Mais l'impensable se produisit. Le chat domestique s'assit à côté de la femelle sauvage, leur fourrure tachetée se frôlant. Puis, avec une délicatesse surprenante, il commença à lécher doucement le front de la lynx, reproduisant exactement le comportement d'apaisement que les félins adoptent entre eux dans les moments de détresse. La lynx, loin de réagir avec hostilité, sembla s'apaiser sous ce contact inattendu. Sa respiration, jusque-là erratique, trouva un rythme plus régulier. Ses muscles crispés se détendirent légèrement. « C'est impossible », souffla Marie, stupéfaite par cette interaction qui défiait toute logique éthologique. Félix continua son étrange rituel d'apaisement, tandis que la lynx entrait dans une phase plus intense du travail. Marie, encouragée par cette trêve miraculeuse, en profita pour préparer ce dont elle aurait besoin. Serviettes propres, eau tiède, ciseaux stérilisés pour couper d'éventuels cordons ombilicaux problématiques. « Félix, » murmura-t-elle, « comment fais-tu ça? Comment sais-tu quoi faire ?» Son chat lui jeta un regard presque hautain, comme s'il trouvait sa surprise déplacée. Après tout, n'étaient-ils pas tous deux des félins, partageant un langage secret que les humains ne pouvaient comprendre? Les contractions s'intensifièrent. La femelle lynx gémit, un son déchirant qui résonna dans la cabine. Marie se positionna stratégiquement, prête à intervenir si nécessaire, mais déterminée à laisser la nature suivre son cours autant que possible. Le premier chaton apparut peu après 4 heures du matin. Minuscule, trempé, les yeux fermés, il ressemblait à un petit jouet de peluche trop réaliste. La mère, malgré sa faiblesse, se retourna immédiatement pour lécher vigoureusement la membrane qui l'enveloppait, stimulant sa respiration. Marie retint des larmes d'émotion. La vie, dans toute sa fragilité et sa puissance, se manifestait sous ses yeux. La femelle lynx, qui avait échappé de justesse à la mort quelques heures plus tôt, trouvait encore la force d'accomplir ce rituel millénaire. Le deuxième chaton suivit rapidement, puis un troisième. Chacun fut accueilli par les soins attentifs de leur mère, qui nettoyait méticuleusement leur petit corps avant de les guider vers ses mamelles. Marie observait, fascinée, n'intervenant que pour éponger discrètement le sang et les fluides sur le tapis. La mise bas se déroulait remarquablement bien compte tenu des circonstances dramatiques, mais lorsque le 4e chaton commença à apparaître, quelque chose n'allait pas. Il semblait bloqué, et la mère, épuisée par l'effort et sa blessure, peinait à maintenir ses contractions. Marie reconnut les signes d'une dystocie, une complication potentiellement mortelle pour la mère comme pour le petit. « Je dois t'aider », chuchota-t-elle, sachant que toucher les chatons risquait de provoquer le rejet maternel, voire une attaque. « S'il te plaît, comprends que je veux vous sauver. » La femelle lynx la regarda, la douleur et l'épuisement voilant son regard autrefois vif. Dans ce moment de vulnérabilité extrême, quelque chose sembla passer entre elles, une compréhension au-delà des mots, une confiance née de la nécessité. Marie s'approcha lentement, ses gestes empreints d'une assurance professionnelle retrouvée. Avec d'infinies précautions, elle aida au passage du 4e chaton, dont la position anormale avait causé le blocage.
Le petit corps glissa enfin dans ses mains, immobile, bleuâtre. « Non, non » murmura-t-elle, massant délicatement la minuscule poitrine. « Pas après tout ça. Respire, petit, respire. » Comme en réponse à sa supplique, Félix s'approcha et commença à lécher vigoureusement le chaton inerte, reproduisant instinctivement les gestes que la mère était trop faible pour accomplir. Marie continua le massage cardiaque avec un doigt, soufflant doucement sur le museau du nouveau-né. Après ce qui sembla une éternité, un frémissement parcourut le petit corps, suivi d'un minuscule halètement. La vie s'accrochait, tenace. « C'est ça », encouragea Marie, soulagée au-delà des mots. « Bienvenue parmi nous, petit miracle. » Elle déposa précautionneusement le chaton près de sa mère qui, malgré son épuisement, entreprit de le nettoyer. Félix, comme satisfait de son intervention, s'assit à proximité, surveillant la scène avec une attention qui défiait toute explication rationnelle. Un cinquième et dernier chaton naquit sans complication, complétant cette famille improbable née sous le toit de Marie. 5 petites vies fragiles, suspendues au fil ténu de la survie de leur mère. L'aube pointait à l'horizon lorsque Marie put enfin se détendre. La mère lynx, entourée de ses 5 petits qui tétaient avidement, semblait avoir surmonté l'épreuve de la mise bas. Sa blessure, par miracle, n'avait pas rouvert durant l'effort. Elle paraissait épuisée mais stable, ses yeux mi-clos suivant chaque mouvement de Marie et de Félix. Le chat domestique s'était installé à quelques centimètres de la famille sauvage, montant une garde improbable. De temps à autre, il se levait pour s'approcher, reniflant délicatement les nouveau-nés sous l'œil vigilant mais tolérant de leur mère. Puis il reprenait sa position, comme si cette proximité avec des créatures qui auraient dû être ses ennemis naturels était la chose la plus normale du monde. Marie, accablée de fatigue mais trop émerveillée pour dormir, prit son téléphone et composa le numéro de Thomas. « Marie, tout va bien ?» La voix de son ami trahissait son inquiétude. Elle a mis bas Thomas, 5 chatons, tous vivants. Le silence à l'autre bout de la ligne traduisait son incrédulité. « C'est extraordinaire. Comment ?»« Tu ne me croirais pas si je te le racontais », sourit Marie, observant Félix qui léchait désormais délicatement le front de la mère lynx, renouvelant son étrange rituel d'apaisement. « Mais le plus incroyable, c'est Félix. Il l'aide. Il s'occupe d'elle, des petits. C'est comme s'il comprenait exactement ce qui se passe. » « Les chats domestiques gardent des instincts profonds, » répondit Thomas, scientifique jusqu'au bout des ongles. « Mais ce comportement envers un prédateur sauvage, c'est sans précédent. »« Quand arrivez-vous ?»« Les routes sont dégagées. Nous serons là dans 1 heure, avec le docteur Moreau. » Marie raccrocha, son regard revenant vers le tableau surréaliste qui s'offrait à elle. La lumière dorée du matin caressait à présent la scène, illuminant la fourrure tachetée de la mère et les corps minuscules de ses petits, leur pelage encore mouillé, reflétant la clarté nouvelle du jour. Elle s'approcha doucement et s'agenouilla à distance respectueuse. La femelle lynx leva les yeux vers elle, et Marie fut frappée par ce qu'elle y lisait. Non plus la peur ou la douleur, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la gratitude. « Tu as été si courageuse », murmura-t-elle. « Traverser tout ça pour eux. » Comme en réponse, la lynx cligna lentement des yeux, ce geste que les félins réservent aux êtres en qui ils ont confiance, un geste de reconnaissance, d'acceptation. Félix s'étira, puis vint se frotter contre les jambes de Marie avant de retourner près de la mère lynx, s'installant contre elle dans une intimité qui défiait toute logique. À cet instant précis, Marie comprit qu'elle était témoin de quelque chose de précieux, de sacré presque. Un pont entre mondes, une connexion qui transcendait les frontières établies entre sauvages et domestiques. Une leçon d'humilité face à la complexité du règne animal que ses années d'études scientifiques ne lui avaient jamais enseigné.
Dehors, la tempête s'était calmée. Une nouvelle journée commençait, porteuse de défis inédits. Mais pour l'heure, dans le silence feutré du chalet, trois espèces coexistaient dans une harmonie que nul n'aurait cru possible. Le crissement des pneus sur le gravier annonça l'arrivée de Thomas et du vétérinaire. Marie, qui somnolait dans son fauteuil, sursauta légèrement. La femelle lynx, alertée par le bruit, releva la tête, ses oreilles pointues pivotant vers la source du son. Félix, qui n'avait pratiquement pas quitté son poste auprès de la petite famille, se leva et s'étira longuement avant de se diriger vers la fenêtre. « Ils sont là », murmura Marie à l'attention de la lynx. « N'aie pas peur, ce sont des amis. » Elle se dirigea vers la porte, jetant un dernier regard vers le coin du salon où la mère et ses petits reposaient. 5 minuscules corps, encore aveugles et sourds, blottis contre le ventre de leur mère. Un miracle de la nature qu'elle avait eu le privilège d'accompagner. Thomas fut le premier à entrer, son imposante silhouette emplissant l'encadrement de la porte. Derrière lui se tenait une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants coupés courts et au regard vif. Le docteur Claire Moreau, vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, que Marie avait déjà croisé lors de conférences sur la conservation. « Marie » salua Thomas, son visage trahissant son appréhension. « Comment va la cite ?» Il s'interrompit brusquement, ses yeux s'écarquillant à la vue du tableau qui s'offrait à lui dans le salon. La scène défiait toute logique. Une femelle lynx sauvage, allongée près de la cheminée, allaitant ses petits avec un chat domestique assis à proximité, comme le gardien improbable de cette famille hors norme. « Seigneur », murmura-t-il, figé sur place. Le docteur Moreau, quant à elle, s'avança prudemment, son regard professionnel évaluant déjà la situation. « Fascinant », dit-elle simplement, son ton clinique ne parvenant pas à masquer totalement sa stupéfaction. « Marie, pouvez-vous me briefer sur son état et la mise bas ?» Marie leur raconta en détail les événements de la nuit, la découverte de la lynx blessée, la suture de sa plaie, les contractions prématurées, la naissance miraculeuse des 5 chatons et surtout le comportement extraordinaire de Félix. « C'est lui qui a sauvé le 4e chaton », conclut-elle, désignant le petit corps qui tétait vigoureusement. Il a pris le relais quand la mère était trop épuisée. Thomas secouait la tête, incrédule. Le docteur Moreau, cependant, observait la scène avec une curiosité scientifique palpable. Les interactions interespèces de cette nature sont extrêmement rares, commenta-t-elle, mais pas sans précédent. Les félins domestiques conservent des instincts profondément enracinés. Votre Félix semble avoir activé des comportements d'entraide normalement réservés aux membres de sa propre espèce. Elle déposa sa mallette et commença à enfiler des gants. Je dois l'examiner, ainsi que les petits. Mais nous devons procéder avec une extrême prudence. Malgré ce lien inhabituel, elle reste un prédateur sauvage, potentiellement dangereux si elle se sent menacée. Marie acquiesça, consciente du risque. Comment voulez-vous procéder ? Thomas va préparer un sédatif léger, juste assez pour la calmer sans affecter les chatons via le lait maternel. Vous, Marie, parlez-lui. Elle semble vous faire confiance. Marie s'approcha doucement de la lynx, s'accroupissant à distance respectueuse. Félix, comme comprenant la situation, vint se placer à ses côtés. « Nous allons t'aider », murmura-t-elle à la femelle sauvage. « Ce ne sera pas agréable, mais c'est nécessaire, pour toi, pour tes petits. » La lynx soutint son regard, ses yeux ambrés reflétant une intelligence profonde qui dépassait l'instinct. Marie y lisait une forme de résignation, comme si l'animal comprenait que ces humains représentaient désormais son seul espoir de survie. Le docteur Moreau s'approcha lentement, la seringue de sédatif dissimulée dans sa main. Avec des gestes d'une précision calculée, elle administra l'injection. La lynx tressaillit légèrement mais ne montra aucun signe d'agression. Quelques minutes plus tard, ses paupières s'alourdissaient, bien qu'elle restât consciente.
L'examen put alors commencer. Les mains expertes de la vétérinaire palpèrent délicatement la blessure suturée par Marie. « Bon travail », concéda-t-elle. « Propre, bien aligné. Elle aura une cicatrice, mais les tissus semblent se régénérer correctement. » Elle ausculta ensuite les poumons, vérifia la température, examina les muqueuses. Déshydratation modérée, légère anémie due à la perte de sang, mais aucun signe d'infection. C'est remarquable, compte tenu des circonstances. Vint ensuite l'examen des chatons. Un par un, avec d'infinies précautions, le docteur Moreau les souleva, les pesa, vérifia leurs réflexes primitifs. 5 petits miracles, pesant à peine quelques onces chacun. Prématuré d'environ 1 semaine, je dirais, mais étonnamment vigoureux, constata-t-elle. Le 4e, celui que vous avez dû réanimer, présente une légère cyanose résiduelle, mais ses poumons fonctionnent correctement. Elle termina son examen et retira ses gants, son visage professionnel laissant transparaître une émotion rare. Cette femelle est exceptionnelle. Survivre à une blessure pareille, mettre bas dans ces conditions et maintenir ses instincts maternels intacts, c'est un spécimen remarquable. Thomas, qui était resté en retrait, intervint enfin. « Quelle est la suite, Claire ? On contacte le centre de réhabilitation. » Le docteur Moreau hésita, son regard passant de la lynx assoupie à Marie, puis à Félix, qui s'était à nouveau positionné près des chatons, comme un gardien improbable. « Théoriquement, oui, c'est le protocole. Mais, pressa Marie, sentant son cœur se serrer à l'idée de voir cette famille arrachée à son foyer improvisé. Déplacer une mère et des nouveau-nés aussi fragiles comporte des risques significatifs. Le stress du transport pourrait compromettre la lactation, affaiblir davantage la mère ou pire, et le centre est actuellement en surcapacité avec les victimes des récents incendies. Elle soupira, semblant peser chaque mot. Si, et c'est un grand si, nous pouvions établir un protocole de soins ici, avec un suivi quotidien et des garanties strictes, cela pourrait représenter leur meilleure chance de survie. Thomas parut stupéfait. Claire, tu n'y penses pas. C'est contraire à tous les règlements. Marie n'est pas équipée pour... Je suis biologiste de formation. L'interrompit Marie. J'ai travaillé 15 ans sur le terrain avant de me reconvertir dans l'écriture. Et je vis seul ici, sans voisin immédiat qui pourrait être mis en danger. Le docteur Moreau hocha lentement la tête. Et il y a ce facteur X, la relation avec votre chat. C'est un phénomène que nous devrions étudier, documenter. Cela pourrait nous apprendre énormément sur les capacités d'adaptation des félins, tant sauvages que domestiques. Thomas passa une main dans ses cheveux, visiblement partagé entre son respect des procédures et la situation extraordinaire qui se présentait à eux. Si jamais cela remonte à la hiérarchie, je prendrai l'entière responsabilité, affirma le docteur Moreau. Officiellement, je dirais que la mère était trop faible pour être transportée, ce qui n'est pas loin de la vérité, et nous établirons un protocole rigoureux, visite quotidienne, documentation méticuleuse, conditions sanitaires strictes. Elle se tourna vers Marie. Cela signifie transformer temporairement votre salon en unité de soins pour animaux sauvages. Êtes-vous vraiment prête pour cela? Marie n'hésita pas une seconde. Absolument. Félix, comme pour souligner son accord, se mit à ronronner bruyamment, ses yeux verts fixés sur les 3 humains avec une intensité presque comique. « Eh bien, sourit faiblement le docteur Moreau, il semble que votre assistant ait déjà pris sa décision. » Les heures suivantes furent consacrées à l'installation d'un espace de convalescence approprié. Thomas retourna à son véhicule, chercher du matériel supplémentaire, lampe chauffante, suppléments nutritionnels pour la mère, produits désinfectants, moniteur de température. Marie réorganisa son salon, créant un espace isolé où la lynx pourrait se sentir en sécurité avec ses petits, tout en restant accessible pour les soins. Le docteur Moreau prépara un plan d'alimentation et d'hydratation,
adaptant les protocoles standards à cette situation sans précédent. Lorsque les effets du sédatif se dissipèrent, la lynx s'éveilla dans son nouvel environnement aménagé. Elle examina avec méfiance les modifications apportées à son espace, reniflant les nouveaux objets, puis, dans un geste qui émut profondément Marie, elle commença à lécher chacun de ses petits, les vérifiant méticuleusement avant de se rallonger pour leur permettre de téter. « Elle accepte », murmura Marie, « elle comprend que nous l'aidons. » Le docteur Moreau observait la scène avec un émerveillement professionnel. « Je vais documenter ce cas pour une publication scientifique, en gardant l'emplacement confidentiel, bien sûr. C'est une opportunité d'étude unique. » Thomas, bien que toujours préoccupé par les aspects réglementaires de leur décision, ne pouvait dissimuler sa fascination devant cette cohabitation improbable. « Avez-vous pensé à lui donner un nom ?» demanda-t-il à Marie, alors qu'ils observaient la lynx qui s'était rendormie, Félix toujours à proximité vigilante. Marie sourit. « Luna, pour son arrivée sous la pleine lune et pour la lueur de confiance que j'ai vue dans ses yeux. »« Luna », répéta doucement le docteur Moreau. « C'est approprié. » Alors que le soleil atteignait son zénith, baignant le chalet d'une lumière dorée, les trois humains contemplaient ce miracle de confiance et d'adaptation qui se jouait sous leurs yeux. Une créature sauvage, blessée et vulnérable, avait choisi de faire confiance. Un chat domestique avait transcendé les barrières de l'espèce pour offrir protection et réconfort. Et au centre de cette confluence improbable se tenait Marie, témoin privilégié d'un chapitre que la science des comportements animaux n'avait jamais vraiment envisagé d'écrire. Les jours qui suivirent se transformèrent en une routine aussi épuisante que fascinante. Marie tenait méticuleusement le journal de bord que le docteur Moreau avait imposé comme condition à cette expérience sans précédent. Chaque tétée, chaque soin, chaque comportement inhabituel était soigneusement consigné. Le salon s'était métamorphosé en un laboratoire improvisé où science et miracle cohabitaient sous le regard vigilant de Félix. Luna reprenait des forces progressivement. Sa blessure cicatrisait proprement et ses yeux retrouvaient peu à peu l'éclat doré qui caractérise son espèce. Si elle restait méfiante envers Thomas lors de ses visites quotidiennes, elle semblait avoir accordé une confiance absolue à Marie, acceptant sa présence près des chatons sans montrer le moindre signe d'agressivité. Le troisième jour, un incident vint pourtant rappeler à tous la nature fondamentalement sauvage de leur pensionnaire. Thomas, en déposant une gamelle de viande fraîche près de la lynx, fit un mouvement brusque qui déclencha une réaction instinctive. En une fraction de seconde, Luna se dressa, tous crocs dehors, un grondement sourd montant de sa gorge. L'espace d'un battement de cœur, Marie revit le prédateur redoutable que la civilisation avait appris à craindre. « Ne bouge plus », chuchota-t-elle à Thomas qui s'était figé, la main en suspens. Ce qui se produisit ensuite stupéfia les deux humains. Félix, qui somnolait sur le canapé, bondit silencieusement et vint s'interposer entre Luna et Thomas. Sans agressivité, mais avec une détermination tranquille, il fit face à la lynx, émettant un ronronnement grave et régulier. Leurs regards se croisèrent, un dialogue silencieux dont les humains ne pouvaient saisir les nuances. Progressivement, Luna se détendit. Ses oreilles se redressèrent, son dos s'abaissa. Le grondement mourut dans sa gorge. Comme si Félix lui avait communiqué un message rassurant, elle reprit sa position couchée, bien que ses yeux restèrent fixés sur Thomas avec une méfiance résiduelle. « Seigneur », souffla Thomas, en reculant lentement. « Ton chat vient de désamorcer une bombe à fourrure. » Marie acquiesça, émerveillée par ce qu'elle venait de voir. Il joue le médiateur, comme s'il traduisait entre nos deux mondes. Cette scène fut relatée en détail au docteur Moreau qui, lors de sa visite suivante, apporta une caméra à déclenchement automatique pour documenter ses interactions nocturnes. Ce que vous décrivez pourrait révolutionner notre compréhension de la communication interespèce chez les félins, expliqua-t-elle en installant l'appareil.
Si votre Félix peut effectivement traduire les intentions humaines à un prédateur sauvage. Elle laissa sa phrase en suspens, absorbée par les implications scientifiques de cette hypothèse. Les chatons, pendant ce temps, se développaient à une vitesse surprenante. Minuscules boules de fourrure tachetées aux yeux encore fermés, ils tétaient vigoureusement et doublèrent de poids en moins d'une semaine. Le quatrième, celui que Marie et Félix avaient sauvé ensemble, était désormais impossible à distinguer de ses frères et sœurs, preuve vivante de la résilience de la nature. Le 5e jour, Marie surprit Félix en train de faire sa toilette près de Luna endormie. À sa grande stupéfaction, son chat domestique entreprit ensuite de lécher délicatement le front de la lynx, exactement comme il l'avait fait la nuit de la mise bas. Plus étonnant encore, Luna s'éveilla et, loin de s'offusquer de cette familiarité, inclina la tête pour faciliter ce toilettage impromptu. « C'est de l'allotoilettage », expliqua le docteur Moreau lorsque Marie lui montra l'enregistrement. Un comportement social observé chez les félins vivant en groupe comme les lions, mais entre espèces différentes, à l'état sauvage. C'est extraordinairement rare. Ce qui frappait Marie, au-delà de l'intérêt scientifique, c'était la tendresse manifeste de ces interactions. Félix ne se comportait pas simplement en suivant des instincts ataviques, il semblait avoir développé une affection réelle pour Luna et ses petits. Chaque matin, il inspectait méticuleusement chaque chaton, les reniflant et parfois les léchant brièvement sous le regard attentif de leur mère. « Il se comporte comme un père adoptif », observa Marie un soir alors qu'elle partageait un thé avec Thomas après sa visite quotidienne. Thomas, dont le scepticisme initial s'était mué en fascination, hocha lentement la tête. Ou comme un oncle très impliqué. Les mâles félins participent rarement à l'élevage des petits dans la nature, mais il existe des exceptions. Il but une gorgée, pensif. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui a déclenché cette réponse chez Félix? Pourquoi cette lynx plutôt qu'une autre? Marie n'avait pas de réponse scientifique, seulement une intuition. Peut-être que certaines âmes se reconnaissent, au-delà des espèces. Thomas sourit à cette suggestion romantique, mais ne la rejeta pas. Dans ce chalet isolé, ils étaient témoins de quelque chose qui dépassait les explications conventionnelles. Le 7e jour marqua une étape cruciale. Les yeux des chatons commencèrent à s'ouvrir. D'abord de minces fentes bleutées qui clignaient avec incertitude face à la lumière nouvelle, puis des regards plus assurés qui exploraient leur environnement limité. C'était aussi le jour où la blessure de Luna fut déclarée officiellement guérie par le docteur Moreau. La cicatrisation est remarquable, constata-t-elle en examinant le flanc de la lynx sous sédation légère. Elle conservera une marque, mais les tissus se sont parfaitement reconstitués. Elle se redressa, ôtant ses gants. Techniquement, elle pourrait être relâchée dans quelques semaines, une fois les chatons suffisamment développés. Marie sentit son cœur se serrer à cette perspective. Bien qu'elle eût toujours su que cette cohabitation était temporaire, l'idée de voir partir Luna et sa famille lui causait une douleur inattendue. « Où serait-il relâché ?» demanda-t-elle, s'efforçant de maintenir un ton neutre. « Idéalement loin des zones de braconnage », répondit le docteur Moreau. « Je pensais à la réserve naturelle de Mont-Blanc. C'est à 60 km d'ici, suffisamment isolé pour leur sécurité. » Marie acquiesça, consciente que c'était la meilleure solution pour ces créatures sauvages. Pourtant, une idée germait dans son esprit, une idée qu'elle n'osait encore formuler clairement. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle s'installa dans le fauteuil près de l'espace aménagé pour Luna. La lynx dormait paisiblement, ses petits blottis contre son ventre chaud. Félix, comme à son habitude, montait la garde à proximité. Dans la pénombre, Marie observait ce tableau improbable, gravant chaque détail dans sa mémoire. Un léger bruit attira son attention. L'un des chatons, plus aventureux que ses frères et sœurs,
s'était écarté du nid douillet et explorait maladroitement les alentours. Ses petites pattes, encore instables, le portaient dans une trajectoire hésitante vers Marie. Elle retint son souffle, n'osant faire le moindre geste. Le chaton, une femelle au pelage particulièrement tacheté, s'approcha jusqu'à effleurer son pied. Ses yeux bleu-gris, à peine ouverts, semblaient fixer Marie avec une curiosité infinie. Puis, dans un geste qui manqua de faire pleurer Marie, le petit être tenta d'escalader sa pantoufle, ses minuscules griffes s'accrochant au tissu avec détermination. Luna s'éveilla instantanément, son regard cherchant sa progéniture manquante. Quand elle aperçut sa fille aux pieds de Marie, la lynx se leva silencieusement. Marie s'attendait à ce qu'elle vienne récupérer son petit, peut-être avec un grondement d'avertissement. Au lieu de cela, Luna s'approcha et s'assit, observant cette première exploration avec ce qui ressemblait étrangement à de la fierté maternelle. Comme pour donner son approbation à cette rencontre entre sa fille et l'humaine qui les avait sauvés. Félix rejoignit ce conciliabule improbable, se frottant contre Marie avant de renifler délicatement le chaton, comme pour s'assurer de son bien-être. Puis il s'installa entre Marie et Luna, créant un pont vivant entre leurs mondes. Dans cette bulle de temps suspendue, sous le regard argenté de la lune qui filtrait à travers les rideaux, Marie eut la certitude absolue que ces moments représentaient un privilège rare, celui d'être acceptée, ne serait-ce que temporairement, dans une famille qui transcendait les barrières entre espèces. Le chaton, épuisé par son aventure, s'endormit finalement contre sa pantoufle. Avec des gestes d'une infinie douceur, Marie le souleva et le déposa près de sa mère, qui l'accueillit d'un léchage vigoureux. « Merci pour ta confiance », murmura-t-elle à Luna. « Je vous protégerai, tous. » Et dans le regard doré que la lynx posa sur elle, Marie crut discerner une compréhension qui dépassait les mots, un pacte silencieux entre deux mères, l'une biologique, l'autre d'adoption. Les jours se transformèrent en semaines, chacune apportant son lot de découvertes et d'émerveillements. Les chatons grandissaient à vue d'œil, leur corps chétif se transformant en petites machines de guerre ludiques. Leurs yeux, désormais complètement ouverts, avaient pris cette teinte dorée caractéristique des lynx, à l'exception du quatrième, celui que Marie et Félix avaient sauvé ensemble, qui conservait un regard bleuté inhabituel. Marie les avait discrètement nommés, bien qu'elle s'efforçât de ne pas trop s'attacher à ces créatures destinées à retrouver la vie sauvage. Le plus robuste, un mâle à la tache noire sur l'oreille droite, était devenu Onyx dans son esprit. La petite femelle aventureuse qui avait osé s'approcher d'elle cette nuit-là avait hérité du nom de Nova. Les deux autres, plus discrets, répondaient mentalement au nom de Silex et Ambre. Quant au petit rescapé aux yeux bleus, elle l'appelait secrètement Azur. Le docteur Moreau venait désormais tous les 3 jours, apportant à chaque visite du nouveau matériel d'observation. Les caméras avaient capturé des comportements si extraordinaires qu'elle avait sollicité l'aide d'une collègue éthologiste spécialisée dans la communication animale. « Ces enregistrements sont révolutionnaires », affirma-t-elle un matin en montrant à Marie les séquences nocturnes. « Regarde la façon dont Félix se positionne systématiquement entre Luna et la porte lorsque des bruits extérieurs se font entendre. Il ne protège pas seulement les chatons, il protège également leur mère. » Les images montraient effectivement Félix adoptant une posture de sentinelle à chaque perturbation extérieure, permettant à Luna de rester concentrée sur ses petits. Plus étonnant encore, certaines séquences révélaient des échanges complexes entre les deux félins. Subtils mouvements d'oreilles, clignements d'yeux, positions de queue qui semblaient constituer un véritable langage. Ils ont développé leur propre protocole de communication, expliqua le docteur Moreau. Félix utilise certains signaux domestiques que Luna a appris à interpréter et vice-versa. C'est comme une langue créole féline.
Cette dimension scientifique passionnait Marie, mais c'était l'aspect émotionnel qui la touchait le plus profondément. Car au-delà des interactions protocolaires, une véritable affection semblait s'être développée entre Félix et la famille sauvage. Son chat attendait patiemment son tour pour boire à la gamelle d'eau après Luna, comme par respect. Il apportait parfois ses propres jouets près des chatons, bien que ceux-ci soient encore trop jeunes pour jouer véritablement. Un soir, alors que Marie travaillait sur son manuscrit, elle fut témoin d'une scène qui la bouleversa. Les chatons, désormais capables de se déplacer maladroitement, s'étaient éparpillés autour de leur mère qui somnolait. Azur, toujours le plus fragile, trébucha et s'éloigna dangereusement du nid improvisé. Luna, épuisée par l'allaitement constant, ne remarqua pas immédiatement son absence. Félix, qui observait la scène depuis le canapé, descendit silencieusement et s'approcha du chaton égaré. Avec une délicatesse infinie, il le saisit par la peau du cou, exactement comme l'aurait fait une mère féline, et le ramena auprès de Luna, qui s'éveilla juste à temps pour accueillir son petit. Marie dut essuyer des larmes. Ce geste si naturel et pourtant si extraordinaire transcendait toutes les barrières censées séparer ces deux mondes. 3 semaines après l'arrivée de Luna sur sa véranda, Marie reçut un appel de Thomas qui changea la dynamique de leur situation. « Les braconniers », annonça-t-il sans préambule, sa voix tendue. « Nous avons identifié leur réseau. C'est plus organisé que nous le pensions. Ils ciblent spécifiquement les lynx roux pour le marché asiatique. » Marie sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Ils ont été arrêtés ?» « 2 d'entre eux seulement. Nous pensons qu'il y en a au moins 3 autres et qu'ils opèrent toujours dans la région. » Le silence qui suivit cette révélation était lourd de non-dits. « Tu penses qu'ils pourraient retrouver Luna ?» demanda finalement Marie, sa voix à peine audible. Thomas soupira. « Normalement, je dirais que c'est peu probable. Ton chalet est isolé et personne ne sait officiellement que tu héberges une lynx et ses petits. Mais, pressa Marie. L'un des braconniers arrêtés a mentionné une femelle pleine qui leur a échappé. Ils la cherchent activement, Marie. Une lynx enceinte représente 6 pots potentiels pour eux. » Marie sentit la nausée l'envahir face à cette brutalité calculatrice. « Que suggères-tu ? Redouble de vigilance, verrouille tout et nous allons accélérer les préparatifs pour le transfert vers la réserve de Mont-Blanc. » Après avoir raccroché, Marie observa Luna qui allaitait paisiblement ses petits, inconsciente de la menace qui planait sur eux. Félix, comme s'il avait perçu son anxiété, vint se frotter contre ses jambes, son ronronnement offrant un réconfort bienvenu. « Je ne laisserai personne vous faire du mal », promit-elle à voix basse. « Personne. » Cette nuit-là, Marie dormit mal, sursautant au moindre craquement. Elle avait vérifié 3 fois chaque fenêtre, chaque porte, plaçant même une chaise sous la poignée de la porte d'entrée. Son fusil de chasse, habituellement rangé dans un placard, reposait désormais contre son lit. Vers l'aube, elle fut tirée d'un sommeil agité par un bruit inhabituel. Félix, qui dormait à ses pieds, bondit, tous sens en alerte. Marie se leva silencieusement, saisissant son fusil. Avec précaution, elle s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. La véranda était vide, mais quelque chose attira son attention près de la lisière de la forêt. Une ombre furtive, trop grande pour être un animal, trop discrète pour être un randonneur. Son cœur s'accéléra. Quelqu'un observait sa maison. Réprimant sa panique, Marie se dirigea vers le salon où Luna et ses petits dormaient. La lynx était déjà éveillée, ses oreilles pointées vers l'extérieur, son corps tendu comme un arc. Elle avait perçu le danger avant même les humains. Marie prit une décision rapide. Avec des gestes aussi calmes que possible malgré son anxiété croissante, elle commença à rassembler les chatons dans un grand panier qu'elle avait préparé pour une telle éventualité. Luna l'observait sans protester, comme si elle comprenait l'urgence de la situation. « On doit vous cacher », murmura Marie.
Viens. » À sa grande surprise, la lynx la suivit docilement alors qu'elle portait le panier vers la cave, une pièce sans fenêtre, accessible uniquement par une trappe dans le plancher de la cuisine. Marie avait aménagé un espace confortable quelques jours plus tôt, intuitivement préparée à cette éventualité. Félix les accompagna, s'engouffrant dans l'ouverture avec une détermination évidente. Une fois Luna et ses petits installés dans ce refuge improvisé, Marie referma partiellement la trappe, laissant juste assez d'espace pour que Félix puisse sortir s'il le souhaitait. « Reste avec eux », chuchota-t-elle à son chat. « Protège-les. » Félix cligna des yeux lentement, ce geste que les félins réservent à ceux qu'ils aiment, avant de s'installer près de Luna, qui commençait déjà à rassurer ses petits désorientés. Marie remonta le fusil fermement serré dans ses mains. Elle n'avait jamais tiré sur un être humain et espérait ne jamais avoir à le faire. Mais pour protéger ces vies innocentes qui dépendaient d'elle, elle découvrait en elle une détermination féroce qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Elle appela Thomas, gardant sa voix aussi basse que possible. « Il y a quelqu'un qui rôde autour du chalet », murmura-t-elle dès qu'il décrocha. « Je pense que ce sont eux. »« J'arrive immédiatement avec une équipe », répondit-il, soudain pleinement alerte. « Barricade-toi, n'ouvre à personne. » Luna et les petits sont cachés dans la cave. « Parfait. Nous serons là dans 40 minutes maximum. » 40 minutes. Une éternité quand le danger rôdait à votre porte. Marie s'installa dans un angle qui lui permettait de surveiller à la fois la porte d'entrée et la plus grande fenêtre du salon. L'aube naissante jetait une lumière blafarde sur la forêt environnante, créant des ombres mouvantes qui semblaient toutes menaçantes. Puis un bruit distinct brisa le silence, le craquement d'une branche sur la véranda. Quelqu'un approchait. Marie resserra sa prise sur le fusil, son index frôlant la détente. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne trahisse sa présence. Un mouvement à la fenêtre la figea. Une silhouette masculine se découpait dans la semi-obscurité, scrutant l'intérieur. Marie pouvait distinguer une barbe hirsute, une casquette enfoncée sur des yeux qu'elle devinait calculateurs. L'homme semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Lentement, il testa la fenêtre, vérifiant si elle était verrouillée. Trouvant la sécurité enclenchée, il disparut de son champ de vision. Le silence qui suivit était presque plus terrifiant que sa présence. Marie tendait l'oreille, essayant de deviner où l'intrus se dirigeait maintenant. Un grincement provenant de la porte arrière lui donna sa réponse. L'homme tentait d'entrer par la cuisine. Marie se déplaça silencieusement, son fusil pointé vers l'entrée de la cuisine. Son esprit, étrangement calme malgré les circonstances, calculait déjà l'angle de tir qui neutraliserait l'intrus sans le tuer. Les secondes s'égrenaient avec une lenteur torturante. Des bruits métalliques indiquaient que l'homme essayait de forcer la serrure. Marie prit une profonde inspiration, prête à confronter ce qui allait suivre. Le bruit de métal contre métal s'intensifia. L'intrus forçait méthodiquement la serrure. Marie ajusta sa position, calculant mentalement la trajectoire que devrait suivre un tir d'avertissement. L'adrénaline aiguisait ses sens. Chaque son, chaque ombre prenait une netteté presque douloureuse. Un déclic résonna dans le silence. La serrure avait cédé. La porte s'entr'ouvrit lentement, laissant apparaître une silhouette massive dans l'embrasure. L'homme s'immobilisa un instant, scrutant l'obscurité. Marie pouvait distinguer le contour d'un fusil dans ses mains, probablement équipé d'un silencieux. « Ne bougez plus !» ordonna-t-elle d'une voix ferme, brisant le silence. « J'ai une arme pointée sur vous. » L'intrus se figea, mais ne recula pas. « Où est-elle » demanda-t-il d'une voix rauque. « La femelle lynx. Nous savons qu'elle est ici. » « Il n'y a aucun animal sauvage chez moi, » répondit Marie, son doigt effleurant la détente. « Partez immédiatement ou j'appelle les autorités. » Un rire sinistre lui répondit. « Les autorités ? À 40 minutes d'ici ?
J'ai tout mon temps, madame. Il fit un pas à l'intérieur, ignorant délibérément l'avertissement. Marie resserra sa prise sur son fusil. Elle n'avait jamais tiré sur un être humain, mais pour protéger Luna et ses petits, elle découvrait en elle une détermination féroce, presque sauvage. Dernier avertissement, articula-t-elle visant le plafond. L'homme avança encore. Marie pressa la détente. La détonation résonna comme un coup de tonnerre dans l'espace confiné, envoyant des éclats de plâtre du plafond. L'intrus se plaqua contre le mur, soudain moins confiant. « Vous êtes folle !» cracha-t-il. « Le prochain sera plus bas ?» affirma Marie, sa voix étonnamment calme malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Beaucoup plus bas. » Un silence tendu s'installa, rompu seulement par leurs respirations accélérées. L'homme semblait réévaluer la situation, ses yeux cherchant une issue. Soudain, un hurlement aigu déchira l'air, une sirène de police, encore lointaine mais se rapprochant rapidement. L'expression du braconnier changea, passant de l'assurance à l'incertitude. « Ce n'est pas terminé », menaça-t-il en reculant vers la porte. « Ces bêtes valent une fortune. Nous reviendrons. »« Et je serai là », répondit Marie, ne baissant son arme qu'après avoir entendu ses pas précipités s'éloigner dans la forêt. Elle se précipita pour verrouiller la porte, les mains tremblantes sous le contre-coup de l'adrénaline. Dehors, les sirènes se rapprochaient. Thomas avait dû alerter les autorités locales en plus de son équipe. Marie s'autorisa quelques secondes pour respirer profondément, puis se dirigea vers la trappe de la cave. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle fut accueillie par le regard inquiet de Félix, qui monta immédiatement les marches pour venir se frotter contre ses jambes. « Tout va bien », murmura-t-elle en caressant son fidèle compagnon. « Le danger est passé, pour l'instant. » Luna observait depuis le fond de la cave, ses yeux dorés luisant dans la pénombre. Les chatons, blottis contre elle, semblaient miraculeusement calmes malgré le coup de feu qui avait résonné quelques minutes plus tôt. Marie descendit lentement, s'accroupissant à distance respectueuse. « Je suis désolée pour tout ça », dit-elle doucement à la lynx, sachant pertinemment que ce n'étaient pas les mots qui comptaient, mais son intonation, son langage corporel. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Comme pour confirmer ces paroles, des phares illuminèrent l'allée, suivis du crissement des pneus sur le gravier. La cavalerie était arrivée. Thomas fut le premier à franchir la porte que Marie déverrouilla, suivi de 2 agents des forces de l'ordre et du docteur Moreau, dont la présence surprit Marie. « J'étais déjà en route pour ma visite quand Thomas m'a appelé », expliqua la vétérinaire, notant son expression. « Où sont-ils » ? ?»« Dans la cave », répondit Marie, les conduisant vers la trappe. « Ils vont bien, mais je préférerais que tu les examines pour t'assurer que le stress n'a pas... » Elle s'interrompit en descendant les premières marches. Luna avait réorganisé le nid de fortune, déplaçant méthodiquement ses petits dans le coin le plus éloigné de l'entrée. Félix, qui les avait rejoints, montait la garde à mi-chemin entre la famille et l'escalier. Le docteur Moreau observa la scène avec un émerveillement professionnel. « Comportement défensif classique », murmura-t-elle. Mais ce positionnement de Félix, c'est comme s'il servait d'intermédiaire, de zone tampon entre les menaces potentielles et la famille. Thomas, qui s'était entretenu avec les officiers à l'étage, les rejoignit. Ils ont établi un périmètre et lancé une recherche, mais ce salaud a probablement déjà filé, annonça-t-il, la colère transparaissant dans sa voix. « Marie, je sais que tu ne voulais pas l'entendre, mais après cet incident, nous devons sérieusement envisager de déplacer Luna et ses petits vers un lieu plus sécurisé. » Marie sentit son cœur se serrer, mais la logique implacable de cette suggestion ne pouvait être niée. La sécurité de Luna passait avant ses sentiments personnels. « Tu as raison », admit-elle à contre-cœur. « Mais où ? Le centre de réhabilitation est trop public et la réserve est encore trop loin pour des chatons aussi jeunes. » Le docteur Moreau, qui s'était agenouillé pour observer Luna à distance, intervint sans détourner son attention de la lynx. « J'ai peut-être une solution »,
dit-elle lentement. Ma propriété au bord du lac, 20 hectares clôturés, un accès unique que nous pouvons surveiller. La maison principale est entourée d'une forêt dense, parfaite pour une acclimatation progressive avant la réintroduction dans la nature. Thomas considéra cette proposition, son front plissé par la réflexion. « Ce serait temporaire ?» demanda-t-il. « Jusqu'à ce que les chatons soient suffisamment développés pour survivre en autonomie. Oui, quelques mois tout au plus. » Marie intervint, une idée germant dans son esprit. « Et si je venais aussi, pour assurer la transition ?» Devant leur regard surpris, elle s'empressa d'expliquer. « Luna me fait confiance. Les chatons commencent à me connaître. Un changement d'environnement sera déjà traumatisant, minimisons les variables. » Le docteur Moreau acquiesça lentement. Ce n'est pas irrationnel. La continuité des soignants est un facteur important dans la réhabilitation des animaux sauvages. Et Félix, ajouta Marie, il doit venir aussi. Cette fois, même le docteur Moreau sembla hésiter. Marie, je comprends l'attachement qui s'est développé, mais nous parlons d'une réintroduction dans la nature. Prolonger cette relation inhabituelle avec un chat domestique pourrait compromettre, avec tout le respect que je vous dois, docteur, l'interrompit Marie. Ce que nous observons entre Félix et Luna défie déjà tous les manuels d'éthologie. Cette relation n'interfère pas avec ses instincts sauvages, elle les complète d'une façon que nous commençons à peine à comprendre. Pour appuyer ses propos, elle désigna la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Luna, apparemment rassurée par la présence familière de Marie, avait commencé à détendre sa posture défensive. Félix, dans un geste d'une délicatesse infinie, s'était approché et avait entrepris de lécher le front de la lynx, ce rituel d'apaisement qu'il avait instinctivement adopté dès leur première rencontre. Le docteur Moreau observa ce comportement avec une fascination non dissimulée. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle. « Dans n'importe quel autre contexte, je dirais que c'est impossible. » Thomas, qui avait assisté à l'évolution de cette relation improbable depuis le début, posa une main sur l'épaule de Marie. « Tu réalises que tu devras éventuellement les laisser partir, Luna, les chatons, et peut-être même Félix. » Marie le regarda surprise. « Que veux-tu dire ? J'ai vu comment ils se comportent avec eux. Qui sommes-nous pour affirmer qu'un chat domestique ne peut pas choisir de retourner à un état plus sauvage ? Les frontières que nous établissons entre espèces, entre domestiques et sauvages, sont peut-être plus poreuses que nous ne l'imaginons. » Cette perspective n'avait jamais effleuré Marie. L'idée que Félix, son compagnon depuis 8 ans, puisse choisir de suivre Luna dans la nature, lui causait une douleur presque physique. Mais n'était-ce pas l'essence même de l'amour, laisser l'autre libre de ses choix, même quand ceux-ci nous brisent le cœur? « Nous n'en sommes pas encore là », intervint doucement le docteur Moreau, notant son trouble. « Pour l'instant, concentrons-nous sur leur sécurité immédiate. » Les préparatifs du déménagement commencèrent dès le lendemain. Thomas organisa une surveillance discrète autour du chalet, pendant que Marie et le docteur Moreau planifiaient méthodiquement le transport de Luna et ses petits. « Le stress du déplacement est notre principal ennemi, » expliqua la vétérinaire en préparant des sédatifs légers. « Nous devrons être extrêmement vigilants aux signes de détresse. » Marie acquiesça, tout en rassemblant les affaires de Félix. Son chat observait ces préparatifs avec une attention soutenue, comme s'il comprenait parfaitement ce qui se tramait. « Croyez-vous vraiment qu'il pourrait choisir de rester avec eux ?» demanda-t-elle soudain, exprimant la crainte qui lui tenaillait le cœur depuis la conversation de la veille. Le docteur Moreau interrompit ses préparatifs, considérant sérieusement la question. « Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu une telle connexion interespèce, » admit-elle. Félix a développé un comportement protecteur qui transcende les barrières habituelles. Il a créé un lien qui défie notre compréhension actuelle de la socialisation féline. Elle s'approcha de Marie, son regard empreint d'une compassion professionnelle.
Mais il reste un chat domestique, avec tout le confort et la sécurité que cela implique. La vraie question n'est peut-être pas s'il pourrait choisir la vie sauvage, mais plutôt jusqu'où s'étend sa loyauté, envers vous ou envers cette nouvelle famille qu'il a adoptée. Marie ne répondit pas, observant Félix qui s'était installé près de la caisse de transport où Luna et ses petits seraient bientôt placés. Son regard félin, insondable, semblait contenir des secrets que les humains ne pouvaient qu'effleurer. L'aube pointait à peine lorsque le convoi quitta le chalet de Marie. 2 véhicules, celui du docteur Moreau en tête, transportant Luna et ses petits dans une grande cage spécialement aménagée, suivi par la voiture de Marie avec Félix dans sa caisse de transport. Thomas fermait la marche dans son 4x4 officiel, vigilant à toute présence suspecte sur la route sinueuse. Marie jetait régulièrement des coups d'œil dans le rétroviseur, regardant son chalet s'éloigner jusqu'à disparaître au détour d'un virage. Une page se tournait. Félix, inhabituellement silencieux, observait le paysage défiler, ses yeux verts fixés sur le véhicule qui les précédait, comme s'il savait exactement qui s'y trouvait. « On les reverra bientôt », murmura Marie, autant pour se rassurer elle-même que pour apaiser son chat. Le trajet jusqu'à la propriété du docteur Moreau dura près de 2 heures, un parcours délibérément complexe pour brouiller les pistes. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Marie fut impressionnée par l'étendue des lieux. Une grande maison de pierre ancienne, partiellement envahie par la végétation, surplombait un lac aux eaux cristallines. Tout autour, une forêt dense créait une barrière naturelle, renforcée par une clôture discrète mais solide. « C'était la propriété de mes parents », expliqua le docteur Moreau en garant son véhicule devant un bâtiment annexe. « Je l'ai transformé en refuge personnel pour les cas, disons, non conventionnels. » À l'intérieur de cette dépendance, Marie découvrit un espace surprenant, mi-clinique vétérinaire, mi-habitat naturel reconstitué. De grandes baies vitrées donnaient sur une portion clôturée de forêt, permettant une transition progressive vers la vie sauvage. « C'est parfait », souffla-t-elle, impressionnée par la prévoyance de la vétérinaire. Le transfert de Luna et ses petits se déroula avec une précision méticuleuse. La lynx, légèrement sédatée pour minimiser son stress, fut installée dans un espace aménagé avec des branches, des cachettes naturelles et un nid douillet. Les chatons, moins affectés par le sédatif administré à leur mère via le lait maternel, exploraient déjà timidement leur nouvel environnement. Marie resta à proximité, sa présence familière semblant rassurer Luna qui l'observait de ses yeux mi-clos. Félix, libéré de sa caisse, manifesta immédiatement le désir de rejoindre la famille sauvage. Le docteur Moreau hésita. « Attendons qu'elle soit complètement réveillée », conseilla-t-elle. Même avec un animal familier, le réveil post-sédation peut provoquer des réactions imprévisibles. Marie acquiesça, retenant doucement Félix, qui fixait la porte vitrée, séparant les 2 espaces avec une intensité troublante. 2 heures plus tard, Luna avait retrouvé ses esprits. Elle inspecta méthodiquement l'espace, testant les odeurs, les textures, évaluant les menaces potentielles et les échappatoires. Satisfaite de son examen, elle entreprit de déplacer ses petits un par un vers un recoin plus à son goût, à l'abri des regards. « Elle s'adapte remarquablement bien », observa Thomas, qui avait rejoint Marie et le docteur Moreau derrière la vitre d'observation. Pas de comportement de stress apparent. « C'est le moment », décida le docteur Moreau, ouvrant délicatement la porte à Félix. Le chat domestique s'avança avec une assurance tranquille, ses mouvements mesurés témoignant d'une compréhension subtile de la situation. Il s'arrêta à mi-chemin, s'assit et attendit, un comportement que Marie n'avait jamais observé chez lui auparavant. Luna émergea de sa cachette, laissant momentanément ses petits hors de vue. Elle s'approcha lentement de Félix, tous en alerte. Les 3 humains retenaient leur souffle.
conscients du caractère extraordinaire de cette rencontre dans ce nouvel environnement. Ce qui suivit dépassa leurs attentes. Les deux félins se touchèrent le nez, salutation typique entre chats familiers, puis Luna frotta sa tête contre celle de Félix dans un geste d'affiliation sans équivoque. Le chat domestique répondit par un ronronnement audible même à travers la vitre. « C'est incroyable », murmura le docteur Moreau, son carnet de notes oublié dans sa main. On dirait des retrouvailles entre membres d'un même clan. Marie sentit son cœur se serrer. La scène était à la fois magnifique et troublante. Félix semblait appartenir à ce monde sauvage avec une évidence déconcertante. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Marie s'installa dans une chambre de la maison principale, tandis que Félix partageait son temps entre le refuge de Luna et les explorations de ce nouveau territoire. Le docteur Moreau avait installé des caméras supplémentaires pour documenter cette cohabitation unique, créant un système d'observation non invasif. Les chatons grandissaient à vue d'œil, développant des personnalités de plus en plus distinctes. Onyx, le plus robuste, fut le premier à s'aventurer véritablement hors du nid, suivi de près par Nova, toujours aussi curieuse. Silex et Ambre restaient plus prudents, tandis qu'Azur, malgré sa fragilité initiale, manifestait une intelligence remarquable dans ses explorations méthodiques. Une semaine après leur arrivée, Marie observait les chatons depuis la vitre lorsqu'elle remarqua un comportement fascinant. Félix semblait activement enseigner aux petits, démontrant des techniques de toilettage, de chasse basique et même de communication féline. Plus étonnant encore, Luna permettait cette intervention, observant parfois avec ce qui ressemblait à de l'approbation. C'est comme s'ils avaient établi une forme de coparentalité, nota le docteur Moreau qui analysait les enregistrements nocturnes. Félix assume un rôle que nous pourrions qualifier de mentor ou d'oncle dans leur structure sociale. Est-ce que cela compromet leur capacité à survivre dans la nature ? S'inquiéta Marie. La vétérinaire réfléchit longuement avant de répondre. Paradoxalement, peut-être pas. Ce que Félix leur enseigne, la patience, l'observation, les techniques de déplacement silencieux, sont des compétences universelles pour les félins. Ils ne les domestiquent pas au sens où nous l'entendrions. Ils renforcent des instincts déjà présents. Thomas, qui revenait d'une patrouille dans le périmètre de la propriété, rejoignit leur conversation. « Les braconniers ?» demanda immédiatement Marie. « Aucun signe pour l'instant. Nous avons identifié les deux complices restants du réseau, mais ils semblent avoir quitté la région, temporairement du moins. » C'était un soulagement, mais Marie savait que la menace n'était pas définitivement écartée. Ce répit leur permettait cependant de se concentrer sur l'essentiel, préparer Luna et ses petits à un retour progressif à la vie sauvage. À la fin de la deuxième semaine, le docteur Moreau ouvrit l'accès à l'enclos forestier extérieur, un espace de transition d'environ 1 hectare, soigneusement sécurisé mais offrant un environnement naturel authentique. Luna explora prudemment ce nouveau territoire, testant chaque mètre carré avant d'autoriser ses petits à la suivre. Félix, à la surprise des humains, prit l'initiative de patrouiller le périmètre aux côtés de Luna, comme s'ils établissaient ensemble les limites sécuritaires de leur territoire partagé. Ce comportement collaboratif fascinait le docteur Moreau, qui passait désormais des heures à documenter ces interactions sans précédent. « Nous assistons à l'émergence d'un modèle social hybride », expliqua-t-elle à Marie un soir, alors qu'elle partageait un dîner sur la terrasse surplombant le lac. Ni totalement sauvage, ni domestique, quelque chose de nouveau né de circonstances exceptionnelles. Marie observait Félix, qui s'était installé sur la balustrade, son regard fixé vers l'enclos où Luna et ses petits avaient établi leur tanière nocturne. « Et que se passera-t-il quand viendra le moment de les relâcher définitivement ?» demanda-t-elle, formulant enfin la question qui la tourmentait. Le docteur Moreau posa sa fourchette, son visage prenant une expression grave.
C'est la question à 1 000 €, n'est-ce pas? Théoriquement, nous ouvrirons l'accès à la forêt non clôturée dans quelques mois quand les petits seront suffisamment autonomes. Luna décidera alors si elle souhaite s'aventurer au-delà ou rester dans la zone sécurisée. Elle hésita avant d'ajouter « Quant à Félix, je crains que nous ne puissions prédire son choix. » Marie sentit son estomac se nouer. L'idée de perdre son compagnon de 8 ans au profit de la vie sauvage était douloureuse, mais l'alternative, séparer de force Félix de la famille qu'il avait adoptée, semblait presque cruelle. « Comment saurais-je ce qui est juste ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour son interlocutrice. Le docteur Moreau posa une main réconfortante sur son bras. « L'amour véritable implique parfois de laisser partir, dit-elle doucement, mais n'anticipons pas. Nous avons encore plusieurs mois devant nous, et la nature a souvent des façons surprenantes de résoudre ses dilemmes. » Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Marie s'aventura silencieusement jusqu'à l'enclos d'observation. La lune pleine baignait la scène d'une clarté presque irréelle. Luna était allongée au centre d'une petite clairière, ses 5 petits endormis contre son flanc. Et là, veillant à quelques pas, Félix montait la garde, sa silhouette élégante se découpant contre la lumière argentée. Comme s'il avait senti sa présence, il tourna la tête vers la vitre d'observation. Leurs regards se croisèrent à travers la distance. Marie posa sa main contre le verre, et dans ce moment de connexion silencieuse, elle comprit que quelle que soit l'issue de cette aventure extraordinaire, rien ne serait plus jamais comme avant. Félix avait goûté à quelque chose de profond, d'ancestral, une liberté et une appartenance que la vie domestique ne pourrait jamais lui offrir complètement. Et Marie, témoin privilégié de cette métamorphose, devrait peut-être faire le choix le plus difficile, celui de l'amour désintéressé. 1 mois s'écoula, rythmé par les progrès spectaculaires des chatons et l'approfondissement des liens entre ce groupe improbable. L'été s'installait, baignant la propriété du docteur Moreau d'une chaleur dorée qui semblait nourrir la vie elle-même. Les petits lynx, désormais capables de se déplacer avec agilité, transformaient chaque exploration en aventure bourdonnante d'énergie. Marie documentait méthodiquement leur développement, capturant des moments précieux qui serviraient à la fois la science et sa mémoire personnelle. Onyx avait confirmé son statut de leader, guidant souvent ses frères et sœurs dans des explorations audacieuses. Nova, toujours curieuse, était celle qui interagissait le plus avec Félix, reproduisant ses postures et ses techniques de chasse avec une précision troublante. Le docteur Moreau avait officiellement intitulé son étude « Socialisation interespèce chez les félins », l'impact d'un mentor domestique sur le développement comportemental des lynx roux orphelins. Plusieurs revues scientifiques prestigieuses avaient déjà manifesté leur intérêt pour cette recherche sans précédent. « C'est remarquable », expliqua-t-elle à Marie un matin, alors qu'elles observaient Félix démontrer patiemment aux chatons comment se mettre en position d'affût. Ils développent un style de chasse hybride, l'instinct sauvage du lynx optimisé par les techniques plus économes en énergie du chat domestique. Marie hocha la tête, partagée entre la fierté et l'appréhension. Chaque nouvelle compétence acquise rapprochait les chatons de leur indépendance, et donc du moment où ils quitteraient ce sanctuaire. « Et Luna, comment évaluez-vous sa réadaptation ?» Le docteur Moreau consulta ses notes avant de répondre. « Son comportement est fascinant. Elle maintient tous ses instincts sauvages, territoire, chasse, protection maternelle, mais elle a intégré Félix dans son schéma social d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. Elle le traite comme... Eh bien, la meilleure analogie serait un partenaire de meute, bien que les lynx soient normalement solitaires. » Marie observa Luna qui s'étirait au soleil, surveillant ses petits d'un œil vigilant mais détendu. La cicatrice sur son flanc, seul vestige visible de son calvaire, se confondait désormais presque parfaitement avec son pelage tacheté. « Quand pensez-vous qu'ils seront prêts pour la dernière phase ?» demanda-t-elle, redoutant la réponse. «
D'après leur développement actuel, nous pourrions ouvrir l'accès à la forêt non clôturée d'ici 6 semaines. Les chatons auront alors acquis suffisamment d'autonomie pour suivre leur mère dans un territoire plus vaste. 6 semaines. Marie sentit son cœur se serrer. Si peu de temps pour se préparer à des adieux potentiels. Un mouvement attira son attention. Félix venait d'apparaître sur la terrasse d'observation, franchissant la chatière spécialement installée pour lui permettre de circuler librement entre les deux mondes. Il s'approcha de Marie, se frottant contre ses jambes, avant de sauter sur ses genoux avec une familiarité rassurante. « Salut, voyageur », murmura-t-elle en caressant son pelage lustré. « Comment vont tes protégés aujourd'hui ?» Félix ronronna bruyamment, ses yeux verts mi-clos de contentement. Dans ces moments, il redevenait entièrement son chat domestique, comme si sa double vie de mentor sauvage n'était qu'un rêve lointain. « Il n'a pas choisi Marie », dit doucement le docteur Moreau, observant leur interaction. Il navigue entre les deux mondes avec une aisance remarquable. Peut-être est-ce justement cela, sa nature profonde, un être de frontières, capable de comprendre et d'appartenir aux deux réalités. Cette perspective n'avait jamais effleuré Marie. Elle avait toujours imaginé que Félix devrait inévitablement choisir la domesticité ou la vie sauvage, elle ou Luna. Mais peut-être existait-il une troisième voie, un chemin intermédiaire que seul un être aussi exceptionnel que lui pouvait emprunter. L'après-midi, alors que Marie travaillait sur son nouveau manuscrit, inspiré par cette extraordinaire aventure mais transposée dans un univers fantastique pour protéger l'identité réelle de ses protagonistes, Thomas arriva à l'improviste, son expression grave annonçant des nouvelles préoccupantes. « Les braconniers sont de retour », annonça-t-il sans préambule. « Nous avons retrouvé des pièges fraîchement posés à moins de 10 km d'ici. » Marie sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Ils nous ont retrouvés ?»« Pas encore, mais ils ratissent méthodiquement la région. D'après nos informateurs, ils sont persuadés que la lynx à la cicatrice est quelque part dans le secteur. » Le docteur Moreau, qui avait rejoint leur conversation, fronça les sourcils. Comment peuvent-ils être aussi obsédés par un seul animal? La région abrite plusieurs lynx. Deux raisons, répondit Thomas, son visage assombri par la colère contenue. D'abord, une femelle avec 5 petits représente un jackpot dans leur commerce macabre. Mais surtout, il s'agit d'une vendetta personnelle maintenant. L'homme que Marie a confronté considère cette lynx comme sa propriété qui lui a échappé. C'est devenu une question d'ego. La nouvelle jeta un voile d'inquiétude sur leur sanctuaire, jusqu'alors préservé. Des mesures de sécurité supplémentaires furent immédiatement mises en place, caméras thermiques, pièges photographiques, patrouilles renforcées autour du périmètre. Marie passa cette nuit-là dans la cabane d'observation, incapable de trouver le sommeil dans la maison principale. Luna semblait avoir perçu la tension ambiante, maintenant ses petits plus près d'elle qu'à l'accoutumée. Félix avait choisi de rester avec eux, montant une garde vigilante depuis un perchoir surélevé. Alors que l'aube pointait à l'horizon, Marie fut tirée de sa somnolence par un comportement inhabituel. Luna s'était redressée brusquement, ses oreilles pivotant dans toutes les directions, son corps tendu comme un arc. Félix, également en alerte maximale, avait rejoint la lynx au centre de l'enclos. Marie saisit immédiatement ses jumelles, scrutant les limites de la propriété visible depuis sa position. Rien d'apparent ne justifiait cette réaction. Pourtant, les deux félins restaient figés dans leur posture d'alerte, leurs sens visiblement stimulés par quelque chose que les humains ne pouvaient percevoir. Elle contacta Thomas par radio. « Quelque chose ne va pas. Luna et Félix ont détecté une présence. »« Coordonnées ?» demanda-t-il immédiatement, pleinement éveillé malgré l'heure matinale. « Secteur nord-est, d'après leur orientation. Je m'en occupe. » Marie continua d'observer la scène, son angoisse grandissant à mesure que les minutes s'écoulaient.
Luna avait rassemblé ses petits dans un repli de terrain, les dissimulant partiellement au regard. Félix, quant à lui, s'était approché de la clôture, scrutant intensément la forêt au-delà. Soudain, le chat domestique fit quelque chose d'inattendu. Il grimpa avec agilité le long d'un arbre proche de la barrière, disparaissant presque entièrement dans le feuillage. Depuis cette position de guet, il semblait surveiller un point précis dans la distance. La radio crépita. « Je viens de trouver des traces fraîches », annonça Thomas à voix basse. « Quelqu'un a contourné le système de sécurité principal. Je continue la recherche. » Marie sentit son cœur s'accélérer. Instinctivement, elle s'empara du fusil que Thomas avait insisté pour qu'elle garde à proximité. L'arme lui semblait lourde et étrangère entre ses mains, mais la menace planant sur Luna et ses petits était bien réelle, assez pour surmonter ses réticences. Un mouvement dans les fourrés attira son attention. À la limite de son champ de vision, une silhouette furtive progressait, utilisant les ombres matinales comme camouflage. Marie ajusta ses jumelles, distinguant le contour d'un fusil équipé d'un silencieux. Les braconniers avaient trouvé leur sanctuaire. Sa main tremblante saisit la radio. « Thomas, intrus armé en approche directe de l'enclos, côté est. Reçu, je suis à 3 minutes. Ne t'expose pas. » 3 minutes pouvaient être une éternité. Marie observa avec horreur l'homme s'approcher méthodiquement, s'arrêtant régulièrement pour scruter les environs. Il n'avait pas encore repéré Luna et ses petits, mais ce n'était qu'une question de secondes. Félix, toujours perché dans son arbre, observait l'intrus avec une immobilité absolue. Un prédateur évaluant sa proie. Marie devait prendre une décision. Attendre Thomas et risquer que le braconnier repère Luna, ou intervenir directement et potentiellement aggraver la situation. Son doigt effleura la détente, mais la distance et son manque d'expérience rendaient un tir précis presque impossible. Ce fut alors que Félix agit. Dans un mouvement d'une grâce fluide et silencieuse, il se laissa glisser le long du tronc et franchit la clôture par un passage étroit entre 2 sections. Marie retint son souffle. Jamais auparavant il n'avait quitté l'enceinte sécurisée. Le chat se faufila dans les hautes herbes, devenant pratiquement invisible malgré son pelage tigré. Sa démarche avait changé, adoptant une fluidité sauvage que Marie ne lui connaissait pas. Il progressait en direction du braconnier avec une détermination qui fit frissonner Marie. L'homme s'immobilisa soudain, balayant les environs de son regard. Il avait senti quelque chose, cette intuition primitive qui alerte l'humain lorsqu'il est observé. Ses yeux scrutèrent la végétation, passant à quelques centimètres de la position de Félix sans le repérer. Le braconnier reprit sa progression, s'approchant dangereusement de l'angle de vision qui lui révélerait Luna et ses petits. Marie leva son fusil, sachant qu'elle devrait agir dans les secondes suivantes. C'est alors que Félix fit l'impensable. Jaillissant des herbes hautes, Félix bondit directement sur le sentier devant le braconnier. L'homme sursauta violemment, manquant de lâcher son arme. Le chat domestique se tenait là, délibérément visible, sa queue fouettant l'air avec une agitation calculée. Marie retint son souffle. Que faisait-il? S'exposer ainsi était suicidaire. Le braconnier sembla momentanément décontenancé. Un simple chat dans les bois ne méritait pas une balle, trop bruyant, trop risqué. Après une seconde d'hésitation, il fit un geste de la main pour chasser l'animal de son chemin. Mais Félix ne bougea pas. Au contraire, il émit un miaulement sonore, insistant, totalement inhabituel pour lui. Puis, tournant légèrement la tête vers la direction opposée à l'enclos, il fit quelques pas avant de s'arrêter et de regarder l'homme avec une intensité presque humaine. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» murmura Marie, abasourdie par ce comportement. La réponse lui apparut avec une clarté foudroyante. Félix détournait délibérément l'attention du braconnier, l'éloignant de Luna et ses petits. L'homme semblait intrigué par ce chat étrangement persistant. Il hésita,
puis suivit lentement Félix qui maintenait une distance prudente, s'arrêtant régulièrement pour s'assurer d'être suivi. Marie saisit la radio, chuchotant frénétiquement. Thomas, le braconnier se dirige vers le nord-ouest, suivant Félix qui l'attire intentionnellement loin de l'enclos. « Je le vois », répondit la voix tendue de Thomas. « Continue de surveiller Luna. J'intercepte l'intrus. » Marie reporta son attention sur l'enclos, où Luna, toujours en alerte, maintenait ses petits dissimulés dans leur refuge improvisé. La lynx fixait la direction où Félix avait disparu, ses oreilles pivotant pour capter le moindre son. À près de 200 mètres de là, la scène surréaliste se poursuivait. Félix menait le braconnier dans un secteur de forêt plus dense, là où Thomas pourrait l'intercepter sans être repéré. Le chat domestique avait adopté une démarche étrangement hybride, ni totalement celle d'un félin sauvage, ni celle d'un animal de compagnie. Il semblait avoir synthétisé le meilleur des deux mondes pour cette mission improvisée. Soudain, Félix s'immobilisa, ses oreilles dressées captant un son que l'homme n'avait pas encore perçu. Thomas approchait par l'ouest, se déplaçant silencieusement entre les arbres. Le braconnier, de plus en plus suspicieux face à ce comportement inhabituel, s'arrêta également. Son instinct d'autopréservation semblait enfin s'éveiller. Il balaya les environs du regard, son fusil désormais en position prête à tirer. Félix choisit cet instant précis pour disparaître dans les fourrés, laissant l'homme seul et désorienté au milieu d'une petite clairière. C'était l'ouverture que Thomas attendait. « Police forestière, ne bougez plus !» La voix de Thomas claqua comme un fouet. Le braconnier pivota brusquement, son arme à demi levée, une erreur fatale. En une fraction de seconde, Thomas avait fait feu, touchant l'homme à l'épaule avec une précision chirurgicale. Le fusil tomba au sol tandis que le braconnier s'effondrait en hurlant de douleur. Marie, qui suivait la scène à travers ses jumelles, relâcha enfin sa respiration. La menace immédiate était neutralisée. Mais où était Félix? Sa réponse vint quelques minutes plus tard, lorsqu'une forme familière émergea des fourrés près de l'enclos. Félix avait fait un large détour, revenant à son point de départ par un chemin différent, une tactique digne du plus rusé des prédateurs sauvages. Il s'arrêta devant la clôture, semblant hésiter un instant. Son regard croisa celui de Marie à travers la distance qui les séparait. Puis, avec une agilité fluide, il trouva son passage secret et se faufila à nouveau dans l'enclos sécurisé. Luna l'attendait, immobile au centre de l'espace. Quand Félix s'approcha, elle fit quelque chose d'extraordinaire. Elle inclina sa tête, offrant sa gorge dans un geste de confiance absolue, réservé aux membres les plus intimes d'un groupe familial. Le docteur Moreau, qui avait rejoint Marie dans la cabane d'observation, resta sans voix face à cette scène. « C'est révolutionnaire », murmura-t-elle finalement. « Un chat domestique qui élabore une stratégie de diversion pour protéger une famille de lynx, puis reçoit une marque de confiance absolue en retour. Aucun manuel d'éthologie n'aurait prédit cela. » Marie ne répondit pas immédiatement, trop émue par ce qu'elle venait de voir. Félix n'avait pas simplement agi par instinct, il avait fait preuve d'une intelligence tactique, d'un altruisme et d'un courage qui transcendaient les catégories simplistes de domestique ou sauvage. « Il a choisi », dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Il les a choisis. » Le docteur Moreau posa une main réconfortante sur son épaule. « Je n'en suis pas si sûr. Il est revenu dans l'enclos, Marie. Il aurait pu saisir cette opportunité pour suivre pleinement l'appel sauvage, mais il a choisi de revenir dans l'espace que vous partagez d'une certaine façon. » Les heures suivantes furent consacrées à sécuriser la propriété et à gérer les conséquences de l'incident. Le braconnier, un récidiviste nommé Marcel Dufresne, fut placé en garde à vue à l'hôpital local. Ses interrogatoires révélèrent que 2 autres complices attendaient son signal depuis une camionnette stationnée à quelques kilomètres. Ils furent appréhendés avant de pouvoir fuir. Thomas revint en fin d'après-midi,
son expression trahissant à la fois le soulagement et l'épuisement. « C'est terminé », annonça-t-il en s'effondrant dans un fauteuil. « Nous avons démantelé l'ensemble du réseau. Des perquisitions sont en cours à leur domicile et leur entrepôt. » Marie lui tendit une tasse de café brûlant. « Grâce à Félix », dit-elle doucement. « Sans son intervention. » Thomas acquiesça gravement. « Ton chat a plus de courage et d'intelligence que certains de mes collègues. Je lui dois une boîte entière de thon premium. » Un léger sourire éclaira enfin le visage de Marie. La journée avait été éprouvante, mais une menace permanente venait d'être éliminée de la vie de Luna et ses petits. Le soir venu, Marie s'installa sur la terrasse surplombant l'enclos, bercée par le chant des grillons et le bruissement léger de la forêt. Les événements de la journée tournaient en boucle dans son esprit, révélant de nouvelles perspectives à chaque itération. Félix avait démontré une capacité remarquable à naviguer entre les mondes, utilisant sa compréhension des humains et son lien avec les félins sauvages pour déjouer un danger mortel. Il n'était plus simplement un chat domestique, ni même un mentor pour des lynx orphelins. Il était devenu quelque chose de nouveau, une créature de frontières dont l'existence même remettait en question les catégories que les humains s'obstinaient à imposer au monde naturel. Un mouvement sur ses genoux interrompit ses réflexions. Félix venait de sauter silencieusement sur ses jambes, s'installant avec ce ronronnement familier qui avait rythmé 8 années de leur vie commune. Marie le caressa longuement, savourant la chaleur de son corps compact et la douceur de son pelage. « Qui es-tu vraiment ?» murmura-t-elle, un héros aux 2 visages, un voyageur entre les mondes. Félix leva les yeux vers elle, son regard vert semblant contenir des univers de compréhension que les mots humains ne pourraient jamais capturer pleinement. Le docteur Moreau les rejoignit, 2 verres de vin à la main. « À nos héros improbables, » dit-elle en tendant un verre à Marie. « Et à la science qui doit maintenant s'adapter pour comprendre ce que nous avons observé. » Marie accepta le toast, son regard revenant vers l'enclos où Luna surveillait ses petits qui jouaient dans la lumière déclinante. « Qu'avons-nous appris, finalement ?» demanda-t-elle. Au-delà des données, des observations comportementales, le docteur Moreau contempla la question un moment avant de répondre. « Que les frontières que nous établissons, sauvage contre domestique, instinct contre apprentissage, nature contre culture, sont peut-être des constructions humaines plus que des réalités biologiques. Félix et Luna nous ont montré qu'il existe un spectre continu, des possibilités d'alliance et d'adaptation que notre vision compartimentée du monde naturel nous empêchait de voir. » Elle fit une pause, observant Félix, qui s'était redressé sur les genoux de Marie, son attention soudain captée par un mouvement dans l'enclos. « Mais plus personnellement, » poursuivit-elle, « je crois que nous avons redécouvert une vérité ancienne, que l'empathie et la coopération peuvent transcender les barrières les plus infranchissables, même celles érigées par des millions d'années d'évolution divergente. » Marie acquiesça silencieusement. Dans quelques semaines, une décision cruciale devrait être prise. Ouvrir l'accès à la forêt libre, permettant à Luna et ses petits de choisir leur destin. Et avec cette décision viendrait l'inévitable question du choix de Félix. Mais ce soir, dans la paix fragile qui suivait la tempête, Marie choisit de savourer simplement le présent. Ce moment précieux où tous les êtres qu'elle aimait étaient en sécurité, unis dans une harmonie que le monde extérieur jugerait impossible. L'été céda sa place à l'automne, parant la forêt de teintes flamboyantes. 6 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident du braconnier, 6 semaines durant lesquelles les chatons avaient connu une croissance fulgurante. Ils n'étaient plus les petites boules de fourrure vulnérables découvertes cette nuit de tempête, mais de jeunes lynx agiles et curieux, maîtrisant déjà l'art de la chasse et du camouflage. Marie contemplait leur évolution avec un mélange de fierté et de mélancolie. Le jour qu'elle redoutait approchait inexorablement, celui où la dernière barrière serait ouverte,
offrant à Luna et sa famille l'accès à la forêt sans limite. « Ils sont prêts », annonça le docteur Moreau ce matin-là, après avoir examiné les dernières données comportementales. Les tests de compétences montrent qu'ils possèdent toutes les aptitudes nécessaires à la survie autonome. Thomas, qui avait rejoint les deux femmes pour cette réunion décisive, acquiesça gravement. La période est idéale, suffisamment de temps avant l'hiver pour qu'ils établissent leur territoire, mais assez de gibier encore disponible pour faciliter leur adaptation. Marie savait qu'ils avaient raison. Le processus de réhabilitation avait atteint son objectif ultime. Retenir Luna et ses petits plus longtemps serait contraire à leur nature profonde, à leur droit fondamental, à la liberté sauvage. « Quand ?» demanda-t-elle simplement, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. « Demain à l'aube », répondit le docteur Moreau. « Les conditions météorologiques seront optimales et nous pourrons suivre leurs premiers mouvements pendant toute la journée. » Marie hocha la tête, incapable d'ajouter quoi que ce soit. Son regard se porta vers Félix qui observait l'enclos depuis la terrasse, sa silhouette élégante, parfaitement immobile. La journée s'écoula dans une atmosphère de préparatifs silencieux. Les dernières vérifications des colliers émetteurs ultralégers fixés au cou des jeunes lynx, l'activation des balises de suivi, discrètement placées dans l'enceinte de la forêt libre, les ultimes photographies et mesures pour compléter les dossiers scientifiques. Marie passa ses heures précieuses à observer chaque détail, à graver dans sa mémoire les interactions de cette famille hors du commun. Onyx, le leader naturel, qui guidait ses frères et sœurs dans des jeux complexes imitant les séquences de chasse. Nova, dont la curiosité insatiable la poussait toujours plus loin dans ses explorations, Silex et Ambre, plus discrets mais particulièrement habiles dans l'art du camouflage. Et Azur, le rescapé aux yeux bleus, qui compensait sa fragilité initiale par une intelligence tactique remarquable. Luna, quant à elle, semblait sentir l'imminence du changement. Elle inspectait régulièrement les limites de l'enclos, son regard s'attardant sur la forêt au-delà, comme attiré par un appel silencieux que seuls les êtres sauvages pouvaient entendre. « Elle sait », murmura Marie à Félix, qui l'avait rejointe sur le banc d'observation. « Elle sent que demain, tout change. » Le chat domestique ronronna doucement, ses yeux verts alternant entre Marie et la famille de lynx. Que comprenait-il de ce qui se préparait? Avait-il déjà fait son choix? Cette question avait tourmenté Marie pendant des semaines, l'empêchant parfois de trouver le sommeil. Pourtant, à la veille de ce moment crucial, elle ressentait une étrange sérénité. Quelle que soit la décision de Félix, elle l'accepterait, car l'aimer véritablement signifiait respecter sa nature profonde, même si celle-ci s'était révélée plus complexe qu'elle ne l'aurait imaginé. Le soir venu, Marie s'isola sur la petite jetée qui s'avançait dans le lac. Les reflets de la lune dansaient sur l'eau noire, créant un chemin argenté qui semblait mener vers l'infini. Derrière elle, la silhouette de la maison se détachait contre le ciel étoilé, et au-delà, la forêt murmurait ses secrets millénaires. Des pas légers sur le bois annoncèrent l'arrivée du docteur Moreau. La vétérinaire s'assit silencieusement à ses côtés, respectant son recueillement. « J'ai finalisé mon article pour le Journal of Ethology, dit-elle finalement. Votre nom apparaît comme co-auteur, bien sûr. » Marie sourit faiblement. Une publication scientifique, qui l'eût cru, après toutes ces années loin du milieu académique. Cette étude bouleversera notre compréhension des interactions interespèces, poursuivit le docteur Moreau. Mais au-delà des implications scientifiques, j'espère qu'elle incitera à une réflexion plus profonde sur notre relation au monde sauvage. Elles contemplèrent ensemble l'étendue sombre du lac, chacune absorbée dans ses pensées. « Et après ?» demanda doucement le docteur Moreau. « Que ferez-vous, Marie ?» La question flotta un instant sur les eaux tranquilles. « Je terminerai mon livre », répondit-elle finalement. «
Cette histoire mérite d'être racontée, même sous forme romancée. Et ensuite, je ne sais pas. Peut-être qu'il est temps de réconcilier mes deux vies, la biologiste et l'écrivaine. Le docteur Moreau hocha la tête, comprenant ce que ces simples mots cachaient de transformation intérieure. Et si Félix choisit de partir? Marie prit une profonde inspiration, les étoiles se brouillant légèrement dans son regard. Alors j'aurais eu le privilège d'être témoin de quelque chose d'extraordinaire, un chapitre unique dans l'histoire naturelle et dans ma vie personnelle. Elles regagnèrent la maison dans un silence complice, chacune préparant intérieurement la journée décisive qui s'annonçait. L'aube les trouva tous réunis près de la dernière barrière, Marie, le docteur Moreau, Thomas et quelques assistants munis d'équipements d'observation. Félix s'était positionné sur un rocher surplombant l'enclos, parfaitement immobile dans la lumière naissante. Luna avait rassemblé ses 5 jeunes au centre de l'espace, comme pour une dernière leçon avant le grand saut vers l'inconnu. Son pelage tacheté luisait doucement dans la brume matinale, sa cicatrice à peine visible désormais. « C'est l'heure !» annonça doucement le docteur Moreau. Thomas activa le mécanisme à distance. Avec un léger bourdonnement électrique, la dernière section de clôture s'abaissa lentement, créant une ouverture vers la forêt libre. Le silence qui suivit sembla suspendre le temps lui-même. Luna s'avança prudemment, testant l'air, scrutant l'horizon nouvellement accessible. Ses petits, désormais presque adolescents, l'observaient attentivement, attendant son signal. La lynx fit quelques pas au-delà de la barrière, s'arrêtant pour inspecter le nouveau territoire. Puis, avec une assurance tranquille, elle revint vers ses petits et les guida un par un vers l'ouverture. Onyx fut le premier à franchir la frontière, suivi de près par Nova. Silex et Ambre hésitèrent légèrement avant de les rejoindre. Azur, fidèle à sa nature réfléchie, fut le dernier à quitter l'enclos sécurisé. Marie observait la scène à travers ses jumelles, son cœur battant à tout rompre. C'était à la fois un aboutissement et un déchirement, la conclusion naturelle de cette aventure extraordinaire et la fin d'une proximité qu'elle chérirait à jamais. Soudain, Luna s'immobilisa à la lisière de la forêt. Ses petits déjà engagés dans le sous-bois, elle se retourna et fixa directement le rocher où Félix montait sa garde silencieuse. Leurs regards se croisèrent à travers la distance, sauvages et domestiques, prédateurs et compagnons, 2 âmes félines que tout aurait dû séparer, mais que le destin avait inexplicablement réunies. Marie sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Le moment de vérité était arrivé. Félix se leva, s'étira lentement, puis descendit du rocher avec une grâce fluide. Il s'avança jusqu'à la limite de l'enclos, s'arrêtant exactement là où la barrière invisible séparait encore les 2 mondes. Luna émit un son étrange, ni rugissement ni miaulement, mais une vocalisation complexe qui semblait contenir tout un univers de communication féline. Félix répondit par un miaulement doux, presque mélodieux. Puis il fit un pas en arrière. Un seul pas, délibéré, significatif. Luna le fixa encore quelques secondes, comme pour graver son image dans sa mémoire. Puis, avec un mouvement fluide, elle se détourna et disparut dans la forêt, rejoignant ses petits qui l'attendaient dans l'ombre des grands arbres. Marie laissa échapper le souffle qu'elle retenait depuis ce qui semblait une éternité. Félix avait fait son choix. Le chat domestique resta immobile quelques instants, contemplant la forêt où Luna et sa famille venaient de s'évanouir. Puis il se retourna et, d'un pas tranquille, revint vers Marie qui l'attendait, les joues baignées de larmes silencieuses. Il sauta sur ses genoux avec cette familiarité qui avait jalonné 8 années de vie commune, se blottissant contre elle comme si rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. « Tu es revenu » murmura-t-elle en caressant son pelage soyeux. Félix ronronna, ses yeux verts mi-clos reflétant une sagesse ancestrale que Marie ne pouvait qu'effleurer. Il avait voyagé entre 2 mondes, bâti des ponts là où n'existaient que des fossés.
aimer au-delà des frontières d'espèces et de nature. Et pourtant, il avait choisi de rentrer à la maison. Non par faiblesse ou dépendance, mais par un choix authentique, conscient, peut-être plus profondément libre que n'importe quelle décision humaine. Les mois qui suivirent apportèrent des nouvelles régulières de Luna et sa famille. L'écolier émetteur révélait leur progression dans la forêt, leur adaptation réussie, leur séparation progressive à mesure que les jeunes établissaient leur propre territoire. Parfois, lors de nuits particulièrement claires, Marie emmenait Félix sur la colline, surplombant le lac. Ensemble, ils contemplaient l'étendue sauvage où vivaient désormais leurs amis improbables. Et dans ces moments de communion silencieuse, Marie sentait que quelque chose d'indicible les reliait encore tous. Une connexion qui transcendait le temps, l'espace et les barrières artificielles entre espèces. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait paisiblement le paysage, le docteur Moreau l'appela, sa voix vibrant d'une excitation contenue. Une des caméras forestières a capturé quelque chose d'extraordinaire, annonça-t-elle. Je vous envoie l'image immédiatement. La photographie qui apparut sur l'écran de Marie montrait Azur, reconnaissable à ses yeux encore bleutés malgré sa taille désormais adulte. Le jeune lynx se tenait fièrement sur un rocher enneigé, la lune pleine dessinant sa silhouette élégante contre le ciel nocturne. Sa posture, son port de tête, la façon dont il observait l'horizon, tout rappelait irrésistiblement Félix dans sa pose de gardien. Marie sourit à travers ses larmes, tandis que le véritable Félix sautait sur le bureau pour observer l'image, son ronronnement s'intensifiant comme s'il reconnaissait son élève le plus attentif. Les frontières entre sauvages et domestiques n'avaient peut-être jamais été aussi imperméables que les humains l'imaginaient, et dans ce lien invisible qui persistait entre deux mondes apparemment séparés, résidait peut-être la plus belle leçon de cette aventure extraordinaire, que l'amour, sous toutes ses formes, transcende toujours les barrières que nous croyons infranchissables.